Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la série noire des incendies qui se poursuit avec cette fois-ci des morts à Kahone. Un camion citerne malien qui a pris feu a tué 3 personnes et fait 6 blessés graves. Le ministre de l'Enseignement supérieur veut relever le défi de la construction et la réhabilitation des infrastructures. Il faisait face aux députés qui ont voté le budget de son ministère à hauteur de 450 milliards de francs CFA. Le Sénégal et la Guinée-Bissau harmonisent leur stratégie pour mettre fin à toute forme de criminalité transfrontalière. Une rencontre en ce sens s'est tenue à Ziguinchor. Et puis, tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le Giraffe de Dakar prend une option sur la qualification au prochain tour. Les Verts et Blancs ont battu les Nigérians de Kano Pillars 3-1. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, les développements. Et puis, n'oubliez pas, on est invité dans ce journal. Il s'agit de Jacqueline Lydia Mikolo Aïdara, ministre de la Santé du Congo. Tout d'abord, cet incendie mortel qui s'est produit tard dans la nuit à Kahone. Le bilan est lourd. 3 personnes décédées, 6 blessés graves. À l'origine, c'est un camion rempli d'essence qui s'était renversé avec son produit. Un autre qui est passé quelques heures plus tard sur les lieux a pris feu, provoquant un gigantesque incendie. Les blessés ont été évacués d'urgence à l'hôpital régional de Kaolack. Les citernes, rappelons-le, appartiennent à une compagnie de transport malienne. Le budget de l'éducation nationale voté, de l'enseignement supérieur plutôt, voté par les députés de l'Assemblée nationale. Il avoisine 450 milliards de francs CFA. Cheikh Oumar Anne, qui a abordé plusieurs sujets, fait de la construction et la réhabilitation des infrastructures un défi majeur. On voit cela dans cet élément signé Habib Faye et Youssou Baro. Ainsi qu'il a évalué la situation de l'UVS à l'hémicycle. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec plus de 450 milliards, fait face à la poursuite et à la finalisation des constructions et réhabilitation d'infrastructures pédagogiques. L'Université de Bambey a fini de recevoir les infrastructures du PGFSUP. Nous en avons construit cette année ou remise à neuf quelques amphis. Nous avons mis à leur disposition le lycée de Bambey avec 800 places assises. La situation des écoles privées qui hantent le sommeil des parents d'élèves, le ministre Cheikh Oumar Anne se veut clair. Maintenant, le système privé continue le gouvernement doit créer les conditions. Environnement, vous savez, quand vous investissez ci biir ce investissement yi nga investir bu fekkee ne da nga taxaw ci marché bi parce que marché la da nga wara taxaw taxawaay bi nga xam ne yow ce investissement di nga ko renverser. Et à ce niveau-là, le gouvernement amul dala duñ koy reprocher. La qualité de l'enseignement supérieur, décriée par Mamadou Diop Decroix, le ministre dit avoir maîtrisé les critères et seuls les résultats comptent. Certains revues qui se considèrent qu'ils peuvent faire une classification des universités se dotent. Ce n'est pas les critères vraiment partagés par la communauté universitaire. C'est les classifications. Ce qui fait qu'il y a plusieurs classifications. Et chaque classification a des critères qui lui sont propres. Tous les nouveaux bacheliers vont être orientés, affirme-t-il. Dès ce lundi, les étudiants connaîtront leur faculté. Les orientations seront bouclées le 22 décembre, selon le ministre de l'Enseignement supérieur. Restons à l'Assemblée nationale. L'autosuffisance en riz au cœur des débats durant l'examen du projet du budget du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Pour certains députés, il faut un changement de paradigme pour former les jeunes dans les métiers agricoles qui occupent 45% de l'emploi au Sénégal. Mohamed Samb. Alors que beaucoup s'interrogeaient sur son sort à l'Assemblée nationale, suite au départ de son mentor Idrissa Seck qui a rejoint le camp présidentiel, Déthié Fall semble ne pas avoir changé de fusil d'épaule. Son intervention à l'Assemblée nationale laisse croire qu'il est encore dans l'opposition. On est encore là à gérer des entrants. On est encore là à gérer des distributions de terres entre députés, entre riches. Chers collègues, nous sommes interpellés face à nos responsabilités.
Et nous ne pouvons fuir ces responsabilités-là. Et aujourd'hui, cette responsabilité en premier est entre les mains de nos gouvernements, entre les mains du président de la République, Macky Sall. L'industrialisation de l'agriculture doit passer par la formation des jeunes et par une maîtrise des outils technologiques du secteur. En Chine, il faut impérativement former les jeunes dans la culture du riz. Le riz importé n'est pas toujours de bonne qualité. Je vois mal comment un tracteur qui est fabriqué en Chine et qui est exploité au Sénégal et qui est attribué à un producteur sénégalais sans les accompagnements nécessaires pour les pièces de rechange, pour les outils de production. Pour certains parlementaires, l'agriculture peut juguler le chômage des jeunes avec à la clé un accompagnement financier renforcé. Il faut prendre 900 milliards du budget pour des investissements au niveau des 45 départements du pays. Cette somme pourra créer des centres agricoles où les jeunes pourront exercer avec beaucoup de privilèges. 50 000 jeunes. Sur les données publiées par l'ANSD en 2018, l'agriculture sénégalaise absorbe 45% de l'emploi avec une valeur ajoutée de 15,1% en moyenne. Malgré l'importance du secteur, l'agriculture se heurte souvent à des contraintes multiples. Direction Kaolack à présent avec les marailleurs qui disent avoir ressenti une baisse de fréquentation au marché par les usagers qui sont devenus prudents à cause de cette maladie mystérieuse qui est apparue en mer. Mais selon la direction, cela n'a rien changé sur le chiffre d'affaires du marché central aux poissons. La directrice affirme mordicus que le poisson est bien consommé. L'ambassadeur de Turquie a visité ce marché pour régler le problème de l'unité de fabrique de glace en panne. Depuis des mois, nous voyons tout cela dans cette correspondance signée Ibrahim Diamé et Faligay. La maladie dermatologique qui a fait son apparition chez certains pêcheurs n'est pas sans conséquence sur l'économie des acteurs du marché central aux poissons de Kaolack. Les mareyeurs disent constater une baisse sensible de la fréquentation du marché par les usagers. Il a dominé quand même le taux du prix d'achat du poisson. Il a même, on ne peut même pas vendre actuellement des poissons comme à l'avant. À cause de ce fléau, tout le monde est en train de dire que le poisson est en train de contaminer les gens. Et les consommateurs hésitent à venir acheter des poissons. Cependant, ce qui semble paradoxal, c'est que cela n'impacte pas négativement sur les recettes journalières du marché selon la direction. Bon, je dirais non, parce que le niveau de conscience des personnes n'est pas la même. Parce qu'à Dakar, peut-être qu'ils n'ont pas voulu acheter les poissons, mais à Kaolack, vraiment, le marché est fréquenté et le poisson est vendu chaque jour. Et chaque jour également, nous avons des camions qui fréquentent le marché, qui nous viennent de Dakar et ailleurs. Bon, je ne dirais pas qu'il y a un manque à gagner, peut-être au niveau de la glace, parce que nous sommes en panne. Depuis quelques mois, ce marché est confronté à un problème de conservation de ses produits halieutiques avec son unité de fabrique de glace en panne, mais en coopération avec l'ambassadeur de Turquie à Dakar, le problème est en passe d'être réglé. Une centrale solaire sera installée incessamment avec l'aide de l'ambassadeur de Turquie qui était en visite sur les lieux. Merci à vous, Ibrahim Diamé. L'Union des chambres de métiers du Sénégal milite pour des formations adéquates au marché du travail pour stopper l'immigration clandestine. La structure, en collaboration avec l'Union européenne, a mis en place le projet Archipelago pour retenir les jeunes au pays. Pafarani Armadouba. Lutter contre l'immigration irrégulière par une formation qualifiante est l'objectif du projet Archipelago. L'Union des chambres des métiers du Sénégal et l'Union européenne veulent inciter les jeunes à la formation pour un meilleur avenir. Pour l'instant, on offre une grande variété de métiers. Toute une gamme qui devrait permettre aux jeunes de rencontrer leurs attentes, leurs envies, pour développer une activité, une compétence et puis une activité économique ici au Sénégal, dans différentes régions du pays. Donc c'est ça le pari en fait. C'est oui, offrir la possibilité de développer son activité économique ou une activité
au sein d'une entreprise, ici au Sénégal, dans leur région, dans la région de leur choix. Donc oui, c'est ce choix-là que nous faisons aujourd'hui. Des filières importantes ciblées afin de permettre aux jeunes d'avoir une formation adéquate avec la demande d'emploi. Voilà, nous avons ciblé presque 4 jusqu'à 5 filières, comme les métiers du bâtiment, qui a pas mal de métiers qui sont là-bas, les BTP, de la maçonnerie, voire le carrelage, la peinture, l'électricité, aussi l'électricité photovoltaïque, la mécanique automobile, la construction du matériel agricole et la transformation du produit agricole. Ça ne concerne que 5 régions qui sont la région de Saint-Louis et la région de Tamba, la région de Kolda et la région de Fatick, Kaolack. Le projet prend aussi en charge les rapatriés. Des migrants de retour également pour leur permettre non seulement d'avoir la certification, d'avoir la qualification requise, mais avec une particularité qu'il faut aussi considérer, c'est que ce sont des formations qui vont se dérouler en dual. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas tout simplement de cours théoriques, mais il y aura également une alternance entre les cours théoriques et la pratique. Archipelago va permettre de former des centaines de jeunes, une manière de contribuer et freiner la vague de départ des jeunes vers l'Eldorado. Une initiative internationale contre l'immigration irrégulière a organisé une journée de prière à la mémoire des migrants disparus. L'organisation en a profité pour sensibiliser les jeunes. Son président, Moussa Soumbundou, en parle au micro de Cheikh Diop et Diafaraba. Cette journée juste pour prier pour les jeunes qui ont perdu leur vie en mer. Parce que aussi, un jeune qui n'est plus là, on peut juste faire des prières pour lui. Donc, et expliquer aux jeunes que vraiment, ils doivent être patients. Donc, vraiment, on doit tout faire pour convaincre les jeunes à rester ici en Afrique et à travailler pour qu'on puisse vraiment développer cette ville. L'État a une part de responsabilité par rapport à ce qui se passe. Parce que de 1960 à nos jours, aucun de nos chefs d'État a reçu sur la politique de la jeunesse. Donc, il doit vraiment mettre la priorité sur la jeunesse et essayer de voir vraiment trouver des formations pour les jeunes pour qu'ils puissent vraiment être formés. Parce qu'un jeune qui n'a pas de formation pour lui donner de l'emploi, c'est tout à fait un problème. Donc vraiment, et si les jeunes doivent aller vers l'information. Aujourd'hui, nous, on ne va pas vers l'information. On est tout le temps sur des futilités. Donc on doit vraiment aller vers l'information et essayer de voir comment faire vraiment pour développer ce pays. Voilà, le cri du cœur des tailleurs du département de Mbour. Ils souhaitent que les autorités leur permettent d'accéder au marché. Selon eux, les métiers de l'artisanat ne sont pas valorisés au Sénégal. Ibou, leur président, parle au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Mbour bénéficie d'une enveloppe de plus de 4 milliards de francs CFA. La commune fait partie du programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, PACASEN. Cheikh Issa Sall, directeur général de l'agence de développement municipal. Ce que nous avons constaté, c'est que vraiment les travaux se passent dans de très bonnes conditions et il y a vraiment une... Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Litige foncier suite à la sortie du maire de Kayar et des maraîchers de Kerabdoundoy accusant le maire de Diender de vouloir procéder au lotissement des terres appartenant à Kayar. Le maire de Diender, Alassane Ndoye, sort de sa réserve pour apporter des éclairages au micro de Cheikh Diop. C'est le 29 mars 2016 que le conseil de Diender a autorisé le maire pour lotisser 60 hectares sur les terres du domaine national pour lesquelles il n'existe aucun droit réel. Et cette autorisation fut envoyée au préfet, ensuite au gouverneur. L'autorisation a reçu l'approbation de tous les services techniques concernés et l'autorisation est atterrie à Dakar, au ministère de l'Urbanisme, lesquels nous l'ont renvoyé 2 fois de suite pour modification. Et en fin de compte, le 13 mars 2020, l'autorisation fut définitivement accordée par le ministre Abdou Karim Fofana. L'autorisation est assujettie à un cahier de charge extrêmement pointilleux et extrêmement sévère, que ce site doit être aménagé selon les règles de l'urbanisme. Et c'est ainsi que nous avons sélectionné une entreprise extrêmement sérieuse qui est actuellement en train de démarrer les travaux par phase sur une superficie de 23 hectares. La mairie de Kayar a tenu
a pensé devoir contester cette autorisation en envoyant un courrier au ministre, lequel l'a débouté à la suite d'une enquête des services du ministère, du directeur régional de l'urbanisme, qui ont conclu à la régularité absolue de notre autorisation. Le lac de Guiers doit être protégé contre les pesticides et engrais qui peuvent polluer l'eau du lac. C'est l'une des principales recommandations des populations et experts de l'Office des lacs et cours d'eau. C'était lors de la journée dédiée au lac de Guiers. Ils ont attiré l'attention des producteurs pour le respect des normes environnementales pour préserver cette ressource vitale. Ousseynou Diop, Habib Seck. A été cette année la commune choisie par l'entente pour la gestion des écosystèmes et le développement pour organiser la journée du lac de Guiers. Cette zone du Waalo est devenue par excellence une alternative pour la culture du maraîchage avec les risques de pollution d'origine agricole. Le président de l'entente pour la gestion des écosystèmes appelle les producteurs à une prise de conscience sur les dangers. Renforcer les populations dans le cadre de la protection du lac contre toute forme de pollution, que ce soit pollution d'origine agricole, pollution d'origine ménagère et autres, et même pollution d'origine industrielle. Donc nous savons que le lac est entouré des acteurs. L'Office des lacs et cours d'eau, par la voix de son chargé de communication, a aussi lancé un appel aux producteurs pour qu'ils évitent de polluer cette ressource vitale. Les actions de formation, de sensibilisation permettent d'éveiller davantage les populations, de les former sur comment utiliser l'eau en faisant de l'agriculture, sans pour autant donc polluer l'eau, comment utiliser l'eau en faisant de l'élevage, en abreuvant le bétail, sans pour autant polluer cette eau-là. L'entente pour la gestion des écosystèmes et le développement plaide aussi pour la mise en place d'un cadre de concertation. Et la mise en place très rapidement du cadre de concertation pour la gestion du lac. Et hors ce cadre aussi, il y aura un cadre de concertation des lacs et cours d'eau. Cette année, le lac de Guiers est bien fourni en eau et les acteurs autour du lac ont bien compris l'importance de cette ressource avec ses potentialités agricoles qui tournent autour de 100 000 hectares de terre. La journée a permis aux experts de l'Office des lacs et cours d'eau et ceux de l'entente pour la gestion des écosystèmes d'appeler les producteurs à préserver l'environnement pour éviter la pollution de l'eau. Nous quittons le nord pour aller à l'est du pays après les manœuvres Falémé 2020 sanctionnées par des démonstrations, défilés, actions civilo-militaires et festivités. Le ministre des Forces armées sollicite une collaboration pérenne entre population et forces de défense pour le maintien de l'ordre et de la sécurité en zone frontalière. On voit cela dans cette correspondance signée Moussa Oumargueye et Amadou Diédiou. La manœuvre nationale Falémé 2020 a eu un succès retentissant. Le général de division aérien, chef d'état-major général des armées Birame Diop confirme. Vous savez très bien que nos capacités sont diverses et nous devons les tester pour voir leurs performances, leurs limites et rectifier avant qu'il ne soit trop tard. Le deuxième aspect, c'est aussi renforcer l'interopérabilité qui doit exister d'abord entre les forces armées, mais aussi entre les forces de défense et de sécurité. Donc la manœuvre nous permet de nous familiariser avec le terrain, d'en connaître les secrets, pour qu'en cas de crise, nous n'ayons pas de difficulté à opérer sur ce terrain. Mais la manœuvre permet également, et cela est très important, de rassurer les populations. Avec le concept multidimensionnel de la sécurité, Macky Sall, le président de la République, chef suprême des armées, a jugé nécessaire de renforcer les forces de défense et de sécurité. Jamais notre armée, nos forces de défense et de sécurité n'ont eu autant d'équipements. Au niveau des infrastructures, vous voyez partout les réhabilitations qu'il y a dans les camps, jusqu'à la construction du camp militaire de Goudiri. Au niveau de la formation, il y a un élément aussi, c'est la condition militaire. Le gouverneur de la région de Tambacounda, Omar Mamadou Baldé, sollicite davantage une franche collaboration entre population et forces de défense et de sécurité. L'enseignement populaire, c'est la participation des citoyens à l'information pour que les dispositions être prises. Le VIP Day a été une occasion pour offrir aux populations du Goudou et du Gadiaga un défilé de haute facture avec des engins blindés et des aéronefs. Il s'agit en effet d'une véritable démonstration de force pour l'armée sénégalaise.
Ça a marqué. Et puis retenez que les commandants des zones militaires numéro 5 et 6 du Sénégal et leurs homologues des zones nord et est de la Guinée-Bissau ont conclave à Ziguinchor. Et l'objectif est d'échanger les renseignements et harmoniser leur stratégie pour mettre fin à toutes les formes de criminalité transfrontalière entre nos deux pays. Cette rencontre d'une journée est sanctionnée par une déclaration commune. Suivons à ce propos les explications du colonel Souleymane Kandé, interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Aujourd'hui, d'une rencontre entre les forces de défense et de sécurité du Sénégal, les deux commandants de zone, 5 implantés ici à Ziguinchor et 6 implantés à Kolda, avec nos homologues, plus le FDS bien sûr, police, gendarmerie, douane, eaux et forêts, et avec nos homologues bissau-guinéens, c'est-à-dire le commandant de la zone militaire nord, de la province nord, et le commandant de la zone militaire province Est, avec vis-à-vis Kolda. Donc cette rencontre aujourd'hui, nous l'avons intitulée comme thématique, donc c'est les mécanismes pour une meilleure prise en compte des défis sécuritaires transfrontaliers. Prenant en compte tous les défis sécuritaires et toutes les menaces sécuritaires au niveau de la frontière, impactant donc les trafics illicites, tout genre, drogue, trafic de bois, tout genre, les litiges frontaliers, les tensions intercommunautaires et bien sûr les menaces en tout genre, donc tous les spectres des menaces, potentiellement la menace terroriste. Fondamentalement, l'esprit de ces rencontres, c'est vraiment pour dissiper les tensions transfrontalières, tant au niveau des communautés, voilà, parce qu'il y a souvent des problématiques de litiges fonciers au niveau des frontières, mais également les problématiques sécuritaires et fondamentalement également amener les forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, eaux et forêts, douane, voilà, donc pour pouvoir trouver une plateforme d'échange d'informations, de partage de renseignements, de sorte que tous les défis sécuritaires puissent être pris en compte en amont et pour qu'on puisse ensemble, conjointement, voilà, pouvoir agir efficacement sur l'ensemble des spectres des menaces qui se font au niveau des frontières. Et puis la page des sports que nous démarrons avec cette bonne nouvelle, bonne opération du Jaraaf de Dakar qui a reçu et battu le Canon Pillars du Nigeria 3-1 au stade La Dior de Thiès. Match comptant pour le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Des réalisations signées Hassan Bok, Bouli Sambou et Matar Ndiaye. La manche retour est prévue le week-end prochain au Nigeria. Le premier tour de la Ligue africaine des champions, Tengate FC en déplacement en terre gambienne pour défier Gambia AF. C'est ce dimanche à 16h30. Le représentant du Sénégal compte ramener au moins le match nul pour espérer poursuivre son parcours dans cette compétition. Cher Sadibou Diarra avec les images de TFC Média. Des clubs. Le représentant du Sénégal espère même ramener les 3 points de Banjul face à Gambia AF ce dimanche. C'est vrai que nous novices dans cette compétition, mais ça ne veut pas dire que nous sommes des novices dans cette compétition, mais nous ne voulons pas être des faire-valoir. Nous sommes ici pour réussir un bon résultat. Si l'opportunité d'une victoire se présente, nous ne nous ferons pas prier, même si nous ne cracherons pas sur un nul. Nous jouerons pour gagner, en tout cas. Mais on jouera pour gagner. Le manque de compétition officielle est la seule appréhension. Une équipe qui manque de compétition a un comportement à avoir. Il faut réduire au maximum les distances de course, surtout sur le plan défensif, pour ne pas trop se fatiguer. Nous détenons aussi des informations sur l'adversaire. Le plan défensif, mais si les informations verbales, comparé avec information vidéo. La marche allée de Gambia AF Teungueth FC du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, c'est ce dimanche à 16h30 au stade de Bakau. Le match retour est prévu dans une semaine. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. Je vous l'ai annoncé dans les titres de ce journal. En invité, c'est Jacqueline Lydia Nicolo Aïdara, ministre de la Santé, plus précisément de la population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement du Congo. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et merci, M. Cheikh Tidiane Diaw. J'espère que je prononce bien de m'accueillir sur votre plateau. Oui, très bien même. Vous êtes au Sénégal pour une visite privée. Justement, qu'est-ce qui vous lie au Sénégal?
Mais je suis extrêmement liée au Sénégal, je m'y sens chez moi. J'ai tout d'abord travaillé ici pendant 5 ans en qualité de fonctionnaire des Nations Unies. J'étais basée à Dakar en charge des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest en matière de ressources humaines. Donc c'est déjà un lien très étroit. J'y ai fait beaucoup d'amis, j'ai de la famille ici au Sénégal et donc je suis obligée d'y revenir souvent. Alors, vous êtes partiellement sénégalais, c'est ça. Alors madame, le monde a été durement frappé par la pandémie du coronavirus. Alors chez vous, au pays, quelle est la situation actuelle? Oui, au Congo ou au Congo-Brazzaville, comme on aime le dire, nous avons eu notre premier cas un samedi, 14 mars de 2020, on ne l'oubliera jamais. C'était notre premier cas de la Covid-19. C'était le 2 mars ici. Oui, voilà, c'était le même mois. L'Afrique a vraiment connu cette pandémie. Le mois de mars a été le mois funeste un peu pour nous. Et dès le début, ce qui a sauvé nos pays, c'est l'organisation. Donc la situation aujourd'hui dans notre pays, c'est que nous avons atteint les 5774 cas et une guérison de près de 5000 personnes, un peu plus de 700 personnes encore actives, donc de cas actifs, 92 décès. Le taux de létalité reste assez bas. Mais je vois déjà venir une question. Ce n'est pas seulement dû au climat ou à la jeunesse de nos populations. Qu'est-ce qu'il explique? C'est l'efficacité de la stratégie de riposte ou bien? C'est la stratégie de riposte. Il ne faut pas minimiser les efforts des pays africains, les efforts de nos chefs d'État qui, dès le départ, se sont lancés dans la riposte avec une organisation qui a permis de faire face à la pandémie. Au Congo, par exemple, dès le départ, autour de la coordination nationale présidée par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, il a été mis un comité d'experts, des scientifiques, qui suivaient la pandémie en même temps que le comité technique de riposte que je préside, avec un centre d'opération d'urgence en santé publique. Et puis, nous avons eu une task force qui est dirigée par un éminent ministre d'État de chez nous, le ministre de l'économie et de l'industrie, et qui, elle, réfléchissait sur les mesures et l'impact de ces mesures sur l'économie, sur la société. Et cela a été un travail d'organisation très strict, très bien suivi. Les ressources de l'État ont été entièrement mobilisées, ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, pour la riposte. Nous avons pris et nous avons eu le courage de prendre des mesures impopulaires dès le début. Nous avons, dès le mois de mars, nous étions déjà en train de procéder à des confinements. Nous étions déjà en train de mettre en place des couvre-feux. Le mois de février, nous avions déjà des mises en quarantaine. Dès les premiers cas, avant même qu'on ait des cas en Afrique, il y avait déjà une organisation pour la quarantaine des passagers arrivant dans nos pays, et au Congo en particulier. Donc l'organisation a été là, et n'oubliez pas, surtout, que nos pays sont habitués aux épidémies. Nous avons une organisation qui est en place pour lutter contre les épidémies. Quand la Covid-19 arrive dans mon propre pays, nous étions face à 2 épidémies qui couraient dans le pays et nous étions en train de nous organiser contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola, juste en face. Voilà. Et là, on parle de vaccins qui devraient être disponibles prochainement, justement. Mais est-ce que l'Afrique déjà s'active dans la recherche comme les autres pays? L'Afrique fait moins de bruit autour de cela, mais elle n'est pas moins active. Au contraire, dès le mois de juillet, autour de nos partenaires et avec nos partenaires, l'OMS, l'UNICEF, Gavi, la Banque mondiale, l'Afrique a déjà mis en place un mécanisme qui lui permet d'obtenir des vaccins. Mais ce n'est pas vaccin pour vaccin. L'Afrique travaille également avec ses scientifiques, avec ses experts, pour s'assurer qu'on aura le vaccin le moins nocif possible pour nos populations. On n'ira pas vers le vaccin en toute inconscience. L'Afrique choisira le vaccin qui convient à sa population et l'Afrique décidera. Les scientifiques... Donc, quelque part, vous comprenez le scepticisme que cela pose chez certains, les vaccins qui viennent de l'Occident. En tout cas, il n'y aura pas de vaccin administré en Afrique qui ne soit pas validé par les scientifiques africains.
Ça, c'est sûr. Nous veillerons à ce que nos populations ne courent pas de risques. Et ce travail se fait dans tous les pays africains, dans mon pays en particulier, avec le comité d'experts et de scientifiques. Nous travaillons là-dessus. Nous examinerons chaque vaccin et quels que soient les financements que nous recevrons pour avoir ces vaccins, nous nous assurons que ces vaccins sont bénéfiques pour nos populations et que nous aurons accès à ces vaccins à des taux réduits rapidement et que les populations puissent en bénéficier de la manière la plus sûre possible. Voilà qui est clair. Justement, on va parler des plateaux techniques dans le continent africain, dans nos hôpitaux qui sont souvent extrêmement pas du tout cotés. Et des fois, on a l'impression que nos pouvoirs publics, en un moment donné, n'ont pas fait de la santé une surpriorité quand même. Oh, vous savez, c'est un débat qui a lieu dans tous les pays. Il faut vivre avec les moyens de son pays. Nous avons d'excellents médecins, d'excellents praticiens dans nos pays qui ont fait les mêmes écoles et qui connaissent les plateaux techniques que les meilleurs médecins en Europe ou en Occident. Nos pays font des efforts importants pour que les plateaux techniques soient mis à niveau, mais avec les moyens qui sont les nôtres. Nous n'avons pas les mêmes moyens qu'en Europe. Nous luttons contre les épidémies. Nous avons d'autres priorités. Nous avons la pauvreté, la famine. Nous avons d'autres fléaux contre lesquels nous luttons. Et donc, il y a une priorisation qui est faite. Cela ne veut pas dire que nous ne mettons pas en premier lieu la mise à niveau des plateaux techniques. Elle se fait au rythme de l'Afrique et sûrement, lentement, mais sûrement. Oui, mais avec l'effet pangolin, quand même, on a vu beaucoup d'autorités dans le continent être confinés, rester chez eux, et ils n'ont pu avoir accès aux hôpitaux de l'étranger, et quelque part, ça a posé problème. On en a tiré des leçons, mais vous savez, nous avons quand même eu des meilleurs chiffres qu'ailleurs. Je n'aimerais pas ici, ou des meilleurs résultats, faire des comparaisons. Avec nos plateaux techniques, nous étions conscients dès le départ de la faiblesse de nos systèmes de santé, du niveau de nos plateaux techniques qui avaient besoin d'être revus, rafraîchis, relevés. Et nous avons pris les dispositions qu'il fallait. Nous n'avions pas 10 000 respirateurs comme certains le souhaitaient. Nous en avions peut-être une dizaine. Nous avons travaillé à en avoir plus. Et au fur et à mesure, nous avons tiré les leçons de la pandémie. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu négligence. Nos pays se sont engagés depuis plusieurs années à attribuer 15% de leur budget au système de santé. Et la plupart des pays africains, et le Congo en particulier, ils sont proches de cet objectif. Ça veut dire plus de 15% du budget congolais est affecté à la santé. C'est pour que les plateaux techniques soient remis à niveau. Voilà. Et une dernière question, la journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été célébrée cette semaine. Justement, vous, en tant que femme, certainement qui œuvrez en ce sens, comment éradiquer ce fléau ? Merci d'avoir posé cette question. Cela me donne l'occasion d'évoquer cette question douloureuse. Nous sommes en 2020, on ne devrait plus parler de la violence faite aux femmes ou de la violence basée sur le genre. Cette semaine, nous avons lancé, l'Afrique a lancé les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et contre les violences basées sur le genre. C'est une réalité encore sur le continent. Et il faut le dire, et cela a été exacerbé par la pandémie, le confinement, la restriction des mouvements. Nous avons vu les efforts, les acquis de ces dernières années un peu foulés aux pieds parce que le confinement a favorisé à nouveau ces violences. Nos pays, les pays africains en général ont une législation forte en la matière. Ce n'est pas la législation qui manque. Maintenant, il faut aller dans la mise en œuvre, dans l'application. Et dans l'application, le Congo a fait le choix de donner la priorité d'abord à la dénonciation, donc la facilité pour dénoncer les violences basées sur le genre avec des numéros verts, 27 jours sur 7, plusieurs numéros verts, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais aussi
et surtout la pénalisation des acteurs de ces violences. Et c'est là où, quand il y aura la fin de l'impunité, nous atteindrons la fin des violences. Et toute dernière question, je vous avais dit qu'est-ce qui vous lie au Sénégal en préambule, et qu'est-ce qui vous lie à Youssou N'Dour? Oh là 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 là, je tenais... D'abord, je suis une fan, n'est-ce pas? Je suis une fan et je n'allais pas partir vraiment sans saluer l'initiative dans le Sénégal. J'espère encore là que je prononce bien, qui a permis de renforcer la sensibilisation contre la Covid. Je salue l'implication des artistes africains et Youssou N'Dour est un modèle dans ce sens. Et je tenais ici à lui tirer mon chapeau, à lui dire que je suis une fan, comme beaucoup de Congolais et de Congolaises, et que nous suivons de près ce qui se fait ici au Sénégal et en particulier ce que Youssou N'Dour fait. Alors merci Madame la Ministre, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était tout pour ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information demain à 13h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Et n'oubliez pas, ce rendez-vous fité avec Youssou N'Dour, ce sera à partir de 22h. Au revoir.